Une question aussi pour M. Bayet concernant les bugs récurrents des plateformes du fisc. M. Bayet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous l'avez lu, le magazine Trends Tendance rapporte un ras-le-bol des professionnels du chiffre sur les problèmes incessants qu'ils rencontrent, que ce soit avec TaxOnWeb ou BizTax. Et je crois malheureusement qu'on ne peut pas leur donner tort, et ça donne en tout cas une mauvaise image quant à l'efficacité et la qualité du service public. Et donc je voudrais avoir votre point de vue. Est-ce que vous pouvez nous indiquer sur une période de 5 ans le nombre de déclarations qui sont introduites en retard et qui invoquent ces bugs informatifs comme justificatifs? Quels moyens comptez-vous mettre en place pour régler définitivement ces problèmes qui ont manifestement l'air récurrents? Merci. Ministre. Monsieur Bayet, mon administration regrette les accessibilités réduites de ces applications. Mon administration fait de nombreux efforts pour prévenir ou réduire ces inconvénients. Pendant la période de déclaration, mes services surveillent en permanence leur système et procèdent à des ajustements si nécessaire. À la suite des problèmes techniques qui se sont posés, j'ai décidé de reporter le délai de rentrée des déclarations à l'impôt des personnes physiques avec revenus spécifiques au 14 novembre 2024. Mon administration ne dispose pas des informations que vous avez demandées, mais d'une manière générale, on constate qu'à chaque fois que des problèmes informatiques se sont posés, un délai général a été accordé. Mais je suis évidemment d'accord avec vous pour dire que le report n'est pas la solution, mais que les comptables ont besoin d'applications qui fonctionnent bien. L'SPF Finance est par conséquent en train de les renouveler. À cet effet, une nouvelle version de TaxOnWeb sera disponible dès l'année prochaine, qui sera non seulement plus performante, mais qui assistera également mieux les citoyens lorsqu'ils rempliront leurs déclarations. Par ailleurs, je constate que tant les fonctionnaires de fisc que les contribuables et les professionnels ressentent comme une grande frustration le manque de contact direct. C'est pourquoi j'ai demandé à plusieurs reprises à l'administration de mettre en œuvre de toute urgence une méthode permettant ce contact direct. On m'a assuré que cela se ferait à partir du premier trimestre 2025 et ce par le biais d'une communication directe liée à un code sur le dossier. Monsieur Bayet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces réponses. Le contact direct, c'est vraiment quelque chose de très positif. Merci. Le contact direct, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et donc ça, je vous en félicite parce qu'en effet, je crois que c'est le retour que nous avons de beaucoup de gens du terrain, que ce soit des citoyens ou les professionnels du chiffre. Alors, en effet, je pense que votre administration fait les choses bien parce qu'elle reporte à chaque fois les délais, mais ce n'est pas la solution. Et donc, j'espère que les nouvelles versions des programmes informatiques qui vont être mis en place permettront d'éviter ce type de problème. Et si ça n'est pas le cas, bien vérifier évidemment vos cahiers spéciaux des charges. Parce qu'à un moment donné, quand on achète un produit, il doit fonctionner. Donc il faut quand même trouver d'où vient la solution. Ça permettrait quand même de simplifier le travail de tous les professionnels du chiffre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. L'incident est clos. La cinquième question, aussi pour M. Bayet, concernant les propositions de la BEI concernant la relation entre les experts comptables et l'administration fiscale. M. Kruck. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous étions plusieurs du Parlement d'ailleurs et de cette commission à nous être rendus il y a quelques jours au congrès des experts comptables. Et je pense que vous avez d'ailleurs, à travers la presse, pu prendre connaissance d'un certain nombre de réflexions qui me font dire que le climat aujourd'hui est assez difficile, on sent bien un malaise au sein de cette profession, des métiers de la comptabilité et de l'expertise comptable en général. Et je dirais que il y a deux récriminations qui remontent assez souvent à la une. Un, c'est une relation de travail qui devient difficilement gérable avec l'administration, et deux, des problèmes informatiques. Alors, il y a évidemment des demandes qui sont un peu plus précises, notamment l'instauration d'une ligne de contact réservée aux professionnels. Est-ce que ça semble être une revendication impossible à rencontrer? Est-ce qu'il y a une étude qui se fait sur le dossier? Est-ce qu'il y a des obstacles particuliers ou des difficultés qu'on rencontrerait? Et si oui, quelles sont les solutions? Deux, le facelift de TaxOnWeb. Reconnaissons que ça fait longtemps que c'est demandé, certains disent depuis 12 ans. Comment remédier finalement à ce dysfonctionnement?
quand on connaît la complexité de la matière fiscale, on peut se rendre compte qu'un outil informatique up-to-date est un outil qui peut être utile pour tout le monde, l'administration comme évidemment les utilisateurs du service que sont les comptables, est-ce qu'il y a des mesures qui sont entreprises. 3, les décisions anticipées. Là aussi, une forme de regret, d'abandon de ce service ou de disparition du service, je ne sais comment l'appeler, peut-être c'est votre réponse qui me permettra de visualiser plus la situation. Est-ce qu'il y a des évolutions, il y a des données qui justifient cela? Est-ce qu'on n'est pas dans un outil qui finalement permet la facilité et donc forcément les solutions? 4, la politique de tolérance zéro, là aussi, est-ce qu'une application plus raisonnée, progressiste et peut-être progressive également d'ailleurs, n'est pas une solution? Quelle est la lecture du ministre et les conséquences budgétaires que l'on voit aujourd'hui? Et enfin, 5, ce doublement des deadlines dans les remises de déclarations, récemment encore sur l'ISOC ou la TVA. Mais quel est vraiment le problème? Quelle est la marge manœuvre que vous pouvez avoir avec l'administration? Est-ce qu'un calendrier plus productif n'est pas une des solutions? Voilà, Monsieur le Ministre, mes questions. Meneer de Nester. Oui, merci Monsieur Kruck. En ce qui concerne l'accessibilité directe, un projet en cours depuis longtemps au SPF Finance, appelé CRM, où, au lieu d'utiliser des numéros de téléphone spécifiques, un système utilisant un code téléphonique direct est mis en place. L'utilisation de ce code téléphonique permet une redirection efficace vers le contrôleur fiscal en charge. En cas d'absence, l'appel sera pris par un collègue qui transmettra la question. Ce projet, décidé en 2019, a rencontré de nombreux problèmes techniques. La plupart de ces problèmes sont maintenant résolus, permettant ainsi, au printemps 2025, un contact direct avec le fonctionnaire en charge des dossiers d'impôt sur les sociétés, tant pour le contribuable que pour le professionnel. Pour les dossiers relatifs à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la TVA, ce contact sera également possible au cours de l'année 2025 pour les questions liées au dossier. Pour les questions plus générales, l'administration travaille sur un nouveau formulaire général permettant aux gens de prendre contact. En ce qui concerne l'application Taxon Web, je peux annoncer qu'elle sera progressivement mise à niveau. Les écrans deviennent plus intuitifs pour l'utilisateur avec une attention suffisante portée à l'expérience utilisateur et aux interfaces utilisateurs. Nous guiderons les citoyens étape par étape à travers la déclaration pré-remplie en posant des questions ciblées afin d'arriver à une déclaration plus correcte. Ces questions seront présentées sous forme d'arborescence où la question suivante présentée variera en fonction de la réponse précédente donnée. Cette mise à jour sera déjà préceptible l'année prochaine. Concernant votre troisième question, il est à noter que les services des décisions anticipées opèrent de manière autonome en ce qui concerne le contenu des décisions anticipées prises. Le nombre de demandes traitées par le service de décision anticipée en 2024 est conforme aux chiffres de l'année 2023. En plus des sujets traditionnels, le service s'est également déjà prononcé sur l'application des recettes modifications législatives dans les situations individuelles. On peut donc conclure que le service remplit sa mission. En ce qui concerne les impôts directs, il est déjà possible aujourd'hui qu'aucune majoration d'impôt ne soit imposée. Par exemple, aucune majoration n'est imposée si les revenus non déclarés sont inférieurs à 2 500 € et un contribuable peut également prouver sa bonne foi en réponse à un avis de rectification. Cependant, je comprends des professionnels du chiffre que le contribuable n'utilise pas toujours cette possibilité en raison de l'accessibilité de l'administration. Pour moi, une administration qui vise un modèle de coopération et qui est accessible est très importante. J'appellerai donc mon administration à communiquer clairement les possibilités existantes de renoncer à une sanction et, d'autre part, de veiller à ce que le contribuable puisse prouver sa bonne foi. Enfin, en ce qui concerne le délai de déclaration, je tiens à souligner qu'ils ont été établis après consultation avec les professionnels. À mon avis, il n'y a donc pas de problème général avec les délais de déclaration utilisés.
Cependant, cette année, il y a eu des problèmes significatifs concernant l'accessibilité des applications du SPF Finance. C'est aussi pour cette raison que j'ai accordé une prolongation étendue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu'au 14 novembre. Je reste cependant convaincu que le plus grand problème en matière de déclaration réside dans leur complexité. Un prochain gouvernement doit donc procéder à une réforme fiscale qui rendra le système plus simple, plus neutre et plus équitable. Merci. Monsieur Kruk. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse intéressante concernant la ligne de contact. Vous dites effectivement que l'amélioration substantielle peut être attendue pour le printemps 2025. Pour le facelift, là aussi, il y a des améliorations qui progressivement vont être mises en ligne. Les décisions anticipées, vous rappelez l'autonomie, la politique de tolérance. Il y a effectivement pour l'impôt direct des possibilités, mais vous avez de l'empathie. Moi, j'apprécie cette forme d'empathie en disant aussi que vous avez de la compréhension pour les professionnels qui rencontrent des difficultés. Et enfin, je vois aussi que pour les deadlines, vous me précisez qu'il y a eu des négociations, en tout cas avec l'administration, pour les fixer. Je me demande, Monsieur le Ministre, d'abord, je crois que le fait de comprendre les professionnels est une bonne chose. Et ça, c'est un message, croyez-moi, pour les avoir entendus, qu'ils attendaient. Je me demande, et je n'ai pas de conseil évidemment donné à qui que ce soit, en dehors de la complexité sur laquelle on peut totalement s'accorder, ce qui veut dire qu'il faut de la simplification aussi, si finalement une réunion plus large entre les stakeholders, le ministre, l'administration et les représentants des associations ne permettrait pas d'avoir une meilleure compréhension dans l'ensemble du dossier. Dank u wel, meneer Krukke. Qui a une question sur les contrôles fiscaux des frontaliers. Monsieur Dubois. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de poser la bonne question et d'avoir la bonne réponse à la question que je vais poser. Donc, concernant les travailleurs frontaliers, donc, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, donc, vous avez mis en place une task force concernant toute une thématique liée donc, à ces travailleurs et notamment à la problématique du télétravail transfrontalier. Une série de thématiques donc, sera continuée au niveau de la Commission européenne qui va assurer donc, un suivi de ces différentes thématiques. Une troisième, par contre, fera l'objet d'un suivi dans chaque État membre, selon, bien entendu, les priorités de chacun. Et ça concerne la question des preuves à fournir par un résident d'un État qui travaille dans un autre État pour pouvoir bénéficier d'une exemption de rémunération dans son État de résidence. Alors la première question par rapport à cette situation, c'est de comprendre pourquoi cette thématique qui est importante a fait l'objet finalement d'une décision d'être traitée dans chaque État, parce que ce serait bien entendu très intéressant de pouvoir continuer une réflexion avec les États membres pour avoir une approche harmonisée en la matière, pour qu'on soit traité de la même manière dans chacun des États. Et la deuxième question, elle porte sur le fond. Apparemment, donc, cette question du contrôle amène pas mal de plaintes, pas mal de réclamations. Donc, les travailleurs concernés sont parfois fortement étonnés par rapport aux différents éléments de preuve qui sont sollicités donc, par les contrôleurs, donc des tickets de caisse, tickets d'essence, etc., pour prouver effectivement qu'ils travaillent bien donc, à l'étranger. Donc, apparemment, le contrat de travail, fiche de salaire, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus, en tout cas. Et il faudrait donc à ce niveau-là qu'il y ait quand même une clarification de ce qui est sollicité, de ce qui peut être sollicité pour que le travailleur puisse conserver, bien entendu, donc toutes les preuves nécessaires pour prouver qu'il travaille bien à l'étranger. Et à ce titre, c'est intéressant qu'il y ait un outil centralisé qui pourrait être, bien entendu, donc le site internet du SPF Finance, mais sauf erreur, nous n'avons pas trouvé donc sur le site des informations claires en la matière. Et donc ma question est la suivante, c'est de savoir quelles sont finalement donc ces preuves. Est-ce qu'il y a une harmonisation au sein finalement des différents contrôleurs chez nous par rapport aux différentes preuves qui peuvent être sollicitées et où trouve-t-on cette information sur ces preuves à conserver et à fournir le cas échéant? Merci, Monsieur le Ministre. Ministre. Oui, la charge et le mot de la preuve concernant les travailleurs transfrontaliers ont été mis en avant par la Belgique pendant sa présidence européenne dans le cadre de la Task Force travailleurs transfrontaliers et le télétravail. Cependant, malgré l'importance de ce sujet, les États membres ont constaté que cette thématique dépendait avant tout du droit interne de chaque État et qu'elle ne pouvait pas réellement évoluer dans un cadre international. C'est pourquoi les États participent à cette task force dans leur toute grande majorité ont décidé que ce sujet ne serait plus mis à l'ordre du jour. En ce qui concerne informations utiles concernant les preuves à fournir par un travailleur transfrontalier par rapport à sa présence physique sur le territoire d'un autre État que la Belgique, le Vademecum publié avec le Luxembourg concernant les preuves
établissant la présence physique sur le territoire d'un État est disponible sur le site du SPF Finance. Les principes de ce vademecum sont transposables également à la situation des travailleurs transfrontaliers résidents de la Belgique qui exercent habituellement leur activité salariée dans un État autre que le Luxembourg. En vertu des règles du droit commun, notamment du Code civil, ces travailleurs, tout comme ceux qui travaillent au Luxembourg, supportent la charge de la preuve lorsqu'ils demandent une exonération de leur rémunération parce que leur activité salariée a été physiquement exercée en dehors de la Belgique. Le type de preuve à ramener est notamment fonction de la nature du travail exercé. Le site Benelux Point de départ travail frontalier est géré par le Secrétariat général Benelux, une entité qui est indépendante du SPF Finance. Sur le site web du SPF Finance, nous nous limitons à mettre un lien vers ce site web. Nous avons contacté notre personne de contact auprès du Secrétariat général Benelux pour signaler les liens cassés et la situation est actuellement résolue. Monsieur Dubois. Merci, Monsieur le ministre, pour les réponses. Donc, concernant la troisième question à laquelle vous avez répondu, je m'en étais aperçu, effectivement, donc les liens fonctionnent. Concernant la réflexion de se dire c'est en droit interne uniquement qu'on doit discuter de cela, oui, okay, je l'entends, mais je pense qu'à un moment donné, il peut être aussi intéressant d'avoir continué donc des échanges avec d'autres États pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et comment ils font face aux difficultés, notamment en matière de télétravail, qui est une réalité pas uniquement chez nous. Et alors concernant le vademecum, donc j'en prends bonne note. Je ne sais pas depuis quand il existe, en tout cas s'il est suffisamment clair, suffisamment complet, parce que manifestement les difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers sont toujours bien présentes, et donc le cas échéant sera peut-être l'occasion d'évaluer ce vademecum pour voir s'il est toujours bien d'actualité et s'il ne nécessite pas des précisions pour que ces travailleurs ne rencontrent plus ces mêmes difficultés. On sera attentif, bien entendu, donc au suivi apporté à cette question. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons à des questions jointes sur l'impact des majorations fiscales sur l'entrepreneuriat en Belgique. Een samengestelde vraag waar ik eerst het woord geef aan meneer Krukke, daarna meneer Pierre-Boeuf en daarna aan meneer Mattei. Monsieur Krukke. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais être bref sur la question, puisque vous avez déjà partiellement répondu dans d'autres questions sur ce sujet. Donc, ça concerne la fameuse sanction de 10% pour toute erreur dans une déclaration d'impôt. Avec tout le débat sur le côté intention ou non intentionnel, mais qui ne semble pas être un débat, puisque dans ces 10%, on est aveugle au côté qui serait non intentionnel. Ça vise beaucoup de monde, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport aux particuliers, il y a des évolutions qui ont été actées, les indépendants, les PME, les entreprises. Et je crois que le débat doit vraiment se poser sur la notion de bonne foi, parce que cette notion de bonne foi, c'est ce qui crée la confiance également entre les services et le contribuable. Mais c'est aussi, si c'est l'inverse, ce qui crée de la suspicion. Si tout contribuable, lorsqu'il commet une erreur et qui n'est pas une erreur dans laquelle sa mauvaise foi serait impliquée et considérée comme un fraudeur, évidemment, on peut imaginer et la crainte, mais aussi le déficit de confiance à ce moment-là à l'égard de l'administration. Il y a une récente chronique qui a été sur le sujet assez intéressante et qui évoquait des mesures alternatives, notamment en termes de système de sanctions graduées, d'outils de prévention, de rappel automatique, tout plus simplement finalement de dialogue. Je crois que c'est parfois la meilleure solution et peut-être aussi parfois la plus rapide, nonobstant la numérisation. Ma question est très simple. Quelle est votre lecture? Quelle évolution peut-on attendre? Comment est-ce que cette notion de bonne foi peut être une notion qui soit vraiment celle qui gère l'ensemble du dossier? Parce que sinon, je me dis, mais quelle est la plus-value en fait, d'avoir une automaticité de sanctions telles qu'on l'a là? Moi, je ne la vois pas, mais je suis prêt à vous entendre évidemment sur le sujet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je reste persuadé que c'est le dialogue dont on a besoin. Monsieur Pierre-Boeuf. Je renvoie ma question, Monsieur le Président. Meneer Mattei.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Het is inderdaad zo dat bedrijven, burgers, verenigingen die niet correct een aangifte doen, een belastingsverhoging riskeren, administratieve boete. Ja, als ze dat zonder intentie om belasting te ontduiken doen, is dat 10%. Nu, in 2022 heeft het Rekenhof dan een onderzoek gedaan op het controlebeleid in verband met de fiscale aangiftes van KMO's en de vennootschapsbelasting. En daar werd eigenlijk vastgesteld dat de fiscus vaak afziet van die belastingverhoging van 10%, maar daar eigenlijk geen motivering voor gaf. Het gevolg van die vaststelling is dat de fiscus eigenlijk strenger de 10% is gaan hanteren. En dat is natuurlijk de omgekeerde situatie, want als men het strenger gaat toepassen, ja, dan gaan bedrijven, personen, verenigingen die vaak te goeder trouw die fouten maken, omwille van complexiteit eigenlijk nu wel onder die 10% verhoging vallen. Terwijl we eigenlijk, denk ik, algemeen kunnen zeggen dat de eerste keer dat men een fout ter goede trouw maakt, dat dan ook een zekere mildheid het geval zou moeten zijn. Dus onze vraag is eigenlijk, ja, deelt u deze visie en zijn er op een of andere manier aanpassingen aan mogelijk? Tot zover, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de minister. Ja, dank u wel. Collega's, voor jullie vragen. En het is inderdaad cruciaal natuurlijk dat er tussen de fiscale administratie en de belastingplichtigen wordt ingezet op een model van samenwerking eerder dan op een model van conflict. Maar ik wil wel een klein beetje nuance vragen bij de perceptie die recent eigenlijk ontstaan is. Alsof dat blijkt dat bij elke situatie er een boete wordt opgelegd. Misschien eventjes verwijzen naar de huidige wetsbepaling. Dat is artikel 444 van het WIP 92, die toelaat om bij ontstentenis van kwade trouw af te zien van het minimum van 10% belastingverhoging. Dat is ook zo opgenomen in de relevante uitvoeringsbesluiten, die expliciet voorzien in het niet opleggen van een sanctie wanneer dat de fout de gevolgen van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige gemaakt is. Bovendien kan een belastingverhoging enkel worden toegepast wanneer de niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomsten €2.500 bereiken. Dat betekent dat indien er een kleine fout gemaakt werd, er ook geen belastingverhoging zal worden toegepast. Dat is ook hetgeen dat het Grondwettelijk Hof vorige week nog maar gesteld heeft in het arrest met referentienummer 129/2024. Het Grondwettelijk Hof erkent in dat arrest namelijk uitdrukkelijk dat in geval van een eerste vergissing bij goede trouw in principe geen belastingverhoging van 10% moet toegepast worden. Het Hof bevestigt daarmee dus in feite de bedoeling van de wetgever dat de belastingverhoging van 10% niet wordt toegepast bij een eerste vergissing. Il est maintenant effectivement essentiel, Monsieur Piedboeuf, que ces principes soient correctement appliqués et que, en cas de bonne foi du contribuable, aucune sanction inutile ne soit imposée. Comme vous l'avez également souligné, Monsieur Kruk, dans votre question, le problème réside également dans notre fiscalité complexe et ce qui entraîne trop d'erreurs dans les déclarations. La solution, bien sûr, est une simplification significative de notre fiscalité. C'est la seule façon de rendre le processus aussi plus simple. Maar dat mag natuurlijk er ons niet van weerhouden van het aangifteproces zelf ook te gaan vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker te maken. U weet, ik heb het al een aantal keer gezegd vandaag, dat onze nieuwe tekst on web die volgend jaar gelanceerd wordt, dat die beter zal zijn, onze belastingplichtigen maximaal ook zal gaan begeleiden, doorheen de aangifte van de personenbelasting. Et la suggestion selon laquelle le gouvernement préfère imposer des amendes plutôt que d'envoyer des rappels est absolument aussi fausse. Les contribuables qui omettent de déposer une déclaration à temps sont d'abord avertis par une lettre de rappel. Si, après réception de cette lettre de rappel, la déclaration n'est toujours pas déposée, un avis d'amende est envoyé. Au plus tôt 1 mois après l'envoi de l'avis d'amende, l'amende est effectivement établie. Si aucune déclaration n'est déposée, une imposition d'office est envoyée en raison de l'absence de déclaration. Le contribuable est donc averti à plusieurs reprises avant que des sanctions ne soient imposées. Je pense donc qu'il est clair que le débat est plus nuancé que ce qui a été rapporté dans la presse ces dernières semaines.
Maar natuurlijk is het zo dat het sluitstuk van een goed werkend fiscaal model de goede samenwerking is tussen de fiscale administratie en belastingplichtigen, waarbij ook gewerkt wordt via een open dialoog om natuurlijk aan te sturen op een zo compliant mogelijk gedrag. Het is daarom ook zo dat er een team van experts vandaag bezig is met een onderzoek naar een nieuwe gedragscode. Een gedragscode die het kader moet uiteenzetten voor gewone fiscale controles, zodat die in een coöperatieve sfeer verlopen, er ook een goede verstandhouding ontstaat tussen de administratie en de belastingplichtigen. Eerder dan in een boksring te gaan stappen en bepaalde uitspraken te doen, proberen we op die manier te werken aan een betere fiscale toekomst. Monsieur Cruc. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. Comme lui, avoir un avenir fiscal plus prometteur et meilleur est sans doute un souhait qu'on peut partager. Je peux également partager l'idée de dire qu'entre collaboration et conflit, c'est la collaboration qui doit primer. Et j'accepte également votre demande de nuance par rapport à ce que vous avez apporté comme réflexion supplémentaire. Je crois que c'est juste pour le parti des engagés qui est le parti de la nuance. Ça ne peut évidemment qu'être une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Enfin, la simplification de la fiscalité me semble aussi être un élément sur lequel le travail doit pouvoir se poursuivre. Mais j'en terminerai là, Monsieur le Président. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait, et comparaison n'est pas raison, mais c'est la manière dont on perçoit le contribuable, c'est le mindset qu'on a à l'égard du contribuable qui si souvent permet de corriger beaucoup de choses. Si on considère que tout contribuable est un fraudeur, on va effectivement perdre beaucoup de temps. Or, c'est parfois là que le bas blesse, et je ne dis pas que c'est généralisé, je ne soumets pas prendre tout le monde sur l'administration comme ça non plus, mais vraiment, il faut que le regard change sur ce qu'est un contribuable. C'est d'abord quelqu'un qui aussi permet à la société de fonctionner en termes de recettes économiques. Monsieur Pieboeuf. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je vois qu'on est d'accord sur les principes. Malheureusement, les faits sont différents. Il y a une sorte d'automatisme d'application des accroissements. Alors, c'est vrai que l'administration peut y renoncer s'il y a de la bonne foi, mais ça suppose qu'il y ait un dialogue. Or, il n'y a pas toujours de dialogue. C'est ce dont se plaignent d'ailleurs les comptables, les experts comptables ces dernières semaines. Et moi, je visais le cas où les plateformes communiquent tardivement les informations contribuables et donc qui ne les mettent pas en état de pouvoir remplir une déclaration sans mauvaise foi, qui soit complète. Alors, vous avez annoncé déjà plusieurs fois un nouveau taxon web. Vous parlez d'un nouveau code de conduite. Donc, je suis heureux d'entendre que c'est dans cette direction-là qu'on va, mais il est temps d'y arriver parce qu'en effet, il y a quand même un problème pour le moment. Merci. Meneer Matthij. Ja, dank u, meneer de minister, voor het antwoord. Inderdaad, verschillende sporen is een oplossing. In de eerste plaats vereenvoudigen waar het kan, zowel naar de regelgeving, maar dan zitten we in de hervorming van ons fiscale systeem, maar ook in de aangifte met de nieuwe taxon web. In de tweede plaats natuurlijk het principe geen belastingverhoging als men ter goeder trouw is. Dat is wel echt een belangrijk principe. En we zien in de praktijk dat het niet altijd wordt toegepast. Het is belangrijk om daar vinger aan de pols te houden en de mildheid waar nodig is ook te tonen door die 10% niet op te leggen. En tenslotte uw oproep en uw initiatief tot een nieuwe gedragscode, eigenlijk een open dialoog tussen de fiscus en de belastingplicht. Ja, dat is denk ik de weg om te gaan, om resoluut te gaan voor die samenwerking in plaats van het conflictmodel. Dank u wel. Dank u wel, meneer. En daarmee is het incident gesloten. Sur l'inaccessibilité du portail Fisconet Plus. Oui, merci Monsieur le Président. Je renvoie à ma question. Ministre. Oui. La base de données Fisconet Plus contient plus de 250 000 documents et est consultée plus de 2 millions de fois par an. Les différents services de Fisconet Plus sont accessibles aujourd'hui. Les documents de Fisconet Plus sont également disponibles sans interruption pendant toute la période. Cependant, depuis le 23 septembre 2024, l'application fonctionnait anormalement lentement. Et ces dernières semaines, des solutions ont été recherchées, ce qui a permis aux applications de fonctionner à nouveau à une vitesse normale depuis le 8 novembre 2024. La rubrique modifications récentes est également mise à jour avec les dernières informations depuis cette date. Malheureusement, l'accessibilité de Fisconet Plus a également été réduite hier. Cela était dû à la panne générale de Microsoft 365, qui a été résolue depuis.
l'environnement informatique du SPF Finance est soumis à des évolutions techniques changeantes, à des volumes de données croissants et à des exigences de sécurité de plus en plus strictes. Garantir un environnement sécurisé, sûr et performant demande un effort constant fourni par les services informatiques du SPF Finance. Cependant, le type de profil technique au sein du SPF Finance est limité sur le marché, très recherché et donc difficile à recruter pour les SPF Finance. C'est pourquoi des campagnes de recrutement spécifiques sont mises en place pour attirer les profils adéquats. Actuellement, une campagne est en cours pour recruter des développeurs Java et des analystes fonctionnels. Si vous pouviez aider les SP Finance en partageant l'un de leurs récents posts sur vos réseaux sociaux, ce sera très apprécié. En ce qui concerne votre question sur l'utilisation de l'Artificial Intelligence dans le cadre de FiscoNet+, je peux enfin vous informer que l'SPF Finance explore actuellement les différentes possibilités à l'aide d'une approche de Proof of Concept pour déterminer quelles possibilités technologiques peuvent apporter une valeur ajoutée dans quel domaine. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Pieboeuf. Oui, merci Monsieur le ministre pour cette réponse qui va évidemment dans le bon sens. C'est un outil utile vraiment pour tout le monde, donc il faut qu'il fonctionne et il faut des données fiables et accessibles. Donc si on enclenche la recherche en matière d'intelligence artificielle maintenant et que vous parvenez à recruter les perles rares qu'il faut, alors on aura un bon service, mais je vous encourage à continuer dans ce sens-là. L'incident est clos. Mevrouw Verkijn, u heeft een vraag over sur le 23 sur notre agenda chez Monsieur Krukke qui a une question sur le rappel à l'ordre de la Cour de cassation quant à la visite fiscale. Monsieur Krukke. Merci, Monsieur le Président. Mais en un an, la Cour de cassation vient de se prononcer pour la troisième fois sur ce qu'on appelle les limites du fisc ou de l'action fiscale dans le cadre d'un contrôle. En gros, ce que dit la Cour de cassation, c'est un contrôle n'est pas une visite fiscale. La visite fiscale, par définition, doit répondre à des conditions de forme et de fond, comme vous le savez, mais doit aussi nécessiter de l'autorisation préalable du contribuable. Il faut malgré tout rester prudent puisque l'arrêt auquel je fais référence, même si c'est le troisième, a été renvoyé devant la Cour d'appel de Mons qui va donc encore devoir se prononcer. Mais quand on est au troisième, c'est quand même qu'il y a à un moment donné une attention sur laquelle la Cour s'est penchée. Donc moi je voulais avoir, Monsieur le Ministre, votre point de vue, votre avis, votre sensibilité, votre lecture sur ce qu'aujourd'hui la Cour de cassation semble dire, et quand je dis semble dire, sauf pour le troisième arrêt, dit également. Deux, est-ce que ça dénoterait une sorte de relâchement de la pratique fiscale, ou bien est-ce qu'il y a des trous dans la raquette et que dans ces cas-là, ça nécessite des précisions sur le plan législatif? Je crois que c'est peut-être le moment opportun, sans rentrer évidemment dans un cas particulier, mais le moment opportun de clarifier la position de l'autorité sur le sujet. Ministre. L'administration fiscale dispose, dans le cadre d'un contrôle fiscal, de plusieurs moyens d'investigation. Parmi ceux-ci, il y a, en matière d'impôt sur les revenus, d'une part, la possibilité de vérifier les livrets et documents prévus le Code des impôts sur les revenus, et d'autre part, la possibilité, moyennant le respect de certaines conditions, de visiter les locaux professionnels ou privés du contribuable conformément au même Code. Le Code des impôts sur le revenu permet à l'administration d'exiger du contribuable, sans déplacement de ce dernier, la production de tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. Ceci implique que l'administration peut être amenée à se déplacer au domicile fiscal du contribuable concerné afin d'examiner les livres de documents visés ci-dessus. En vertu du code submentionné, les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration fiscale, munis de leur commission, le libre accès à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leur activité. La visite des locaux précités permet aux agents, d'une part, de constater la nature et l'importance de
de la dite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises, et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités. Les livres et documents qui pourront être examinés sont tous les livres et tous les documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables qui se trouvent dans les locaux. Les agents fiscaux peuvent également pénétrer à certaines conditions strictes dans les bâtiments ou les locaux habités. L'arrêt du 3 octobre 2024 de la Cour de cassation, sur base de cette distinction, rappelle que l'accord du contribuable à la communication de ces livres et documents n'emporte pas nécessairement l'accord du contribuable à la visite par l'administration de ces locaux professionnels sur base, car il s'agit de deux articles différents du même code. En effet, l'accord du contribuable doit avoir été donné en connaissance de cause de la disposition légale concernée. Ce n'est donc pas parce qu'un contribuable est d'accord de mettre à la disposition de l'administration des livres et documents qu'il consent à une visite par l'administration de ces locaux professionnels. Les fonctionnaires chargés d'effectuer les contrôles fiscaux veillent, bien entendu, dans l'exercice de leur mission, au respect de la législation en vigueur. À cette fin, l'attention des contrôleurs fiscaux est régulièrement attirée sur l'importance du respect des conditions légales propres à chaque acte d'investigation et des droits des contribuables, notamment au travers des formations dispensées au sein du SPF Finance. Monsieur Kuk. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. J'avais demandé une clarification du ministre sur la pratique et je dois constater que sa réponse a été particulièrement claire. Je l'en remercie. Et budgétaire de la réorganisation de l'AGESI. Je prononce, la prononciation est correcte? Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, L'AGESI voilà, est Monsieur Kuk. particulièrement bien prononcé. Mais vous connaissez peut-être l'administration générale d'inspection spéciale des impôts. Je ne sais pas si tout le monde court après eux, mais c'est ce que veut dire AGESI, donc c'est plus clair pour tout le monde aussi. Mais il y a, Monsieur le ministre, aujourd'hui une réforme de cette administration avec à la fois des créations de postes supplémentaires, de nouveaux postes, dont mais également des divisions de services existants, ce qui pose pas mal de questionnements au sein de l'administration et au personnel par rapport à l'efficacité même qui est recherchée dans ce mouvement. Quand je dis contestation, on semble bien que pour certains, il y a aussi eu un manque peut-être de dialogue et donc tout le monde ne voit pas l'efficience ou l'utilité de ces transformations ou de cette modification. C'est vrai que quand on voit une armée, si on divise l'armée, bah forcément, a priori, elle est moins efficace, sauf s'il y a plusieurs fronts à devoir analyser en même temps. Ça, c'est vous qui me le direz en fonction de votre réponse. Donc, quels sont les détails finalement de cette réorganisation, les raisons de cette réorganisation? Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin de division de postes et une nécessité, par contre, de division des services et de création de nouveaux postes? Deux, est-ce qu'il y a eu une analyse préalable? Est-ce qu'il y a eu un document qui permet d'impacter les mesures et sur lesquelles certaines recommandations auraient été suivies dans le cadre de ce travail? Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite aussi? Trois, qu'est-ce que vous pouvez donner comme garantie par rapport à ce que certains invoquent aujourd'hui comme étant une perte de synergie et une perte d'efficacité? Et 4, enfin, les agences sont les premiers concernés puisque c'est eux qui doivent évidemment faire le travail sur le terrain. Est-ce qu'il y a bien eu une concertation suffisante et nécessaire avec les agents? Ministre. Oui, la lutte contre la fraude fiscale grave reste une priorité absolue pour l'AGESI. Cette lutte pourra être menée de façon plus flexible et efficace grâce à la mise en place de plus petites équipes dont les collaborateurs pourront ainsi être suivis, accompagnés et soutenus de plus près. Lors de la création des inspections, il était prévu que les équipes allaient être compensées d'une quinzaine de collaborateurs. Il est constaté que le nombre de collaborateurs par inspection dépasse régulièrement cette taille critique, entraînant une perte de flexibilité au sein de ces services et un éloignement du terrain. La mise en place de plus petites équipes ne constitue pas réellement une réorganisation. Il s'agit plutôt de remettre les conseillers A3, coordinateurs, au cœur des activités de contrôle aux côtés de leur équipe que nous voulons plus agile et plus mobile. Cela s'inscrit également dans une stratégie orientée vers la perception effective
des suppléments réclamés. En plus, la complexité grandissante des dossiers de fraude nécessite un suivi régulier et un haut niveau de compétences techniques. L'implication du conseiller à 3 coordinateurs dans le dossier et sur le terrain est donc essentielle au bon fonctionnement de la lutte contre la fraude. Ainsi, comme les acteurs de la fraude organisée sont devenus beaucoup plus agiles dans leur agissement, il faut que l'administration puisse réagir aussi efficacement et la décision de former de plus petites équipes plus agiles est une réponse à ce phénomène. La GIC est d'avis que le partage des connaissances et de l'expertise ne peut pas non plus se limiter aux concertations au sein des équipes, petits ou grands, mais qu'il doit se faire au niveau de l'organisation en sa totalité. La tradition propre à la GIC de collaboration entre les différentes inspections, cellules de soutien, direction régionale et l'administration centrale se poursuivra. Ce partage d'expertise et la collaboration multidisciplinaire est primordial dans la lutte contre la fraude fiscale. Il existe ainsi au sein de la GIC de très nombreuses initiatives pour partager les expertises en passant par des plateformes de concertation, des groupes d'experts, des groupes de travail. En plus, la GIC a mis en place le projet Incent, pas Vincent, mais Incent, qui assure la coordination entre les différentes directions régionales des typologies de fraude à l'échelle nationale et internationale. Par ailleurs, la création de nouvelles équipes n'entraînera pas de coûts complémentaires car le budget en avait déjà été prévu dans le plan de personnel de la GIC et s'inscrira de ce fait dans l'enveloppe day-to-day de la GIC. Monsieur Kruk. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. J'entends les justifications qui sont avancées, celles de l'agilité, de la mobilité, des équipes qui sont donc plus souples, mais aussi plus réduites. Je ne peux évidemment pas aujourd'hui juger de cela et j'entends votre explication. C'est vrai que les législations sont complexes et vous l'avez raison, la complexité de la fraude l'est tout autant et donc il y a lieu de pouvoir s'adapter. Peut-être que l'avenir nous dira ce qu'il en est en termes d'efficacité et d'efficience. Nous divergeons peut-être sur ce que j'appellerais les modalités de la concertation. Je peux comprendre effectivement qu'à un moment donné, les décisions doivent être prises au sein d'une direction, mais je reste convaincu que les concertations, quand elles sont bien menées, apportent parfois aussi des solutions plus opportunes. L'incident est clos. On arrive de nouveau chez... Monsieur le Président. Très important. Monsieur le ministre, depuis des années, la Fédération des cafetiers de Belgique et le fisc s'opposent devant le Conseil d'État. Ça pourrait être une histoire belge, mais ce n'est pas le cas, c'est la réalité. Ils ne s'entendent pas sur le nombre de bières que l'on peut tirer d'un fût de 50 litres. C'est quand même incroyable, hein, ça. Parce que le résultat, évidemment, ça constitue la base de la taxation qui est forfaitaire. Alors, après avoir obtenu l'annulation de 2 circulaires, les membres de la Fédération viennent d'obtenir l'annulation de l'arrêté royal. C'est quand même pas moins de 76 millions d'euros pour le budget de l'État. Donc je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, quelles analyses vous tirez de ces différentes décisions de justice, quelles solutions allez-vous mettre en place, et est-ce qu'il n'aurait pas fallu écouter un peu plus peut-être les arguments de la Fédération ou organiser ici au Parlement un test de... Vous, moi, le fisc et peut-être les cafetiers, voilà. Je vois qu'il y a plusieurs adeptes ici, ça aurait quand même peut-être coûté nettement moins d'argent à l'État. Enfin, vous allez me dire tout ça pour ça, mais c'est quand même incroyable. Ministre. Oui, bonne idée, monsieur Bayet. Demain, il y a le Q-Music qui fait une test pour savoir combien de peintres on peut faire. Mais personne dans ce pays, bien sûr, n'est obligé d'opter pour un régime forfaitaire. Il s'agit d'une faveur accordée aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires est limité à 750 000 € et qui vendent principalement des biens ou des services à des particuliers. Aujourd'hui, 1995 exploitants du secteur Horeca y ont recours et non pas 4000 comme on a pu le lire ici et là dans la presse. Pour vous exposer brièvement le contexte du régime forfaitaire pour les cafetiers.
suite à des précédents recours en annulation, une concertation a eu lieu avec tous les organisateurs du secteur, l'SPF Finance et mon cabinet en 2021 et 2022. Il a été convenu qu'une enquête serait menée au printemps 2022, au cours de laquelle les services de recherche locale du SPF organiseraient des enquêtes aléatoires en collaboration avec les organisations du secteur. L'administration y a consacré beaucoup de temps et d'énergie, mais les organisations du secteur ont malheureusement fait la sourde oreille. Le verdict comprenait une réduction du nombre de bières tirées d'un fût. 183. Cette décision a été inscrite dans un arrêt royal en 2023 et les 192 bières mentionnées dans la presse étaient le résultat des négociations avec le secteur lorsque M. Renders était encore ministre des Finances. Bien que la plupart des organisations du secteur n'aient pas soulevé de problème, nous sommes aujourd'hui confrontés à une annulation pour des raisons formelles, mais pas sur le fond. L'administration examine la décision et étudie les possibilités de rédiger un nouvel arrêté royal pour les années 2020-2024. Lorsque les exploitants estiment qu'ils payent trop d'impôts quand qu'ils ont recours au régime forfaitaire, ils ont toujours été libres d'y renoncer et de déclarer leur vente réelle, ce que plusieurs milliers d'entre eux font déjà aujourd'hui et ce que tous devront de toute façon faire à partir du 1er janvier 2028, puisqu'il a été décidé depuis un certain temps déjà que le régime forfaitaire cesserait d'exister à ce moment-là. Voilà. Mais bien sûr, on peut toujours faire ici un test. Monsieur Bayet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Donc, plus sérieusement, ce qui est écrit dans la presse n'est pas tout à fait la réalité, d'après ce que vous nous dites. Et donc, ce serait peut-être bien que le service public concerné puisse réagir aussi et réexpliquer son point de vue, parce que quand on lisait les articles dans la presse, ça donnait quand même l'impression qu'on se battait pour une dizaine de shops par fût. Et voilà, ça semble quand même un peu incompréhensible. C'est quand même pas très compliqué de calculer combien on sait faire de bière dans un fût. Mais je vois que la problématique est différente. Et en tout cas, ce qui est très positif, c'est que manifestement, vous êtes arrivé à une solution avec le secteur et que je suppose que d'ici 2028, on n'aura plus de problème avec, on l'espère en tout cas. Bon, on verra. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole pour votre question sur les craintes du monde universitaire pour l'avenir de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Une autre question concernant le précompte professionnel. Donc ici, on a été interpellé par différentes institutions du monde académique concernant le traitement fiscal des activités de recherche. Donc il existe une exonération de précompte professionnel donc, pour les activités de recherche, mais la question se pose en particulier sur la question des professeurs, donc qui sont donc dans ces différentes institutions. Et apparemment, donc, il y aurait une inégalité de traitement en fonction de l'endroit où on se trouve, en fonction du bureau qui gère donc, la demande d'exonération. Dans certains cas, certains bureaux reconnaîtraient l'exonération de précompte professionnel de manière complète pour les professeurs qui font partie des institutions concernées. Dans d'autres cas, pas du tout. Donc ça pose bien entendu question, donc cette inégalité de traitement donc en l'occurrence. Ça pose question aussi sur la mission même des professeurs, donc dans les lois qui organisent donc les activités des professeurs au niveau des universités notamment. Ça fait partie de leur mission. Donc ils sont professeurs, ok, ils donnent des cours, mais ils sont aussi chercheurs et certains sont chercheurs de manière très importante. Et donc ne pas reconnaître finalement cette activité de recherche au niveau de certains professeurs mettrait de côté une grande partie de leur travail. Certains donc le sont de manière donc très importante, comme je le disais. Alors ma question donc sont les suivantes. Donc est-ce que vous êtes déjà au courant de cette situation, donc de cette inégalité de traitement entre les différentes institutions concernées? Si oui, quelles sont les actions que vous avez entreprises par rapport à cette situation donc pour y mettre fin? Est-ce qu'il y a des directives qui ont été données aux différents bureaux pour que ce soit traité de manière équitable et égale? Et surtout, comment allez-vous donc traiter donc, ces questions donc, à l'avenir pour que les acteurs soient au courant et soient tenus informés de manière correcte de la manière dont ils doivent organiser leurs activités et surtout pour soutenir donc, ces activités de recherche importantes au sein des UNIF et mises en œuvre par les professeurs? Merci d'avance pour votre réponse. Ministre. Oui.
En ce qui concerne le régime pour le secteur universitaire, je peux être clair, les chercheurs visés doivent être membres du personnel assistant. Le personnel enseignant autonome n'est donc pas visé par la mesure, quand bien même il se livrerait à de la recherche scientifique. Dès lors, sur le plan des principes, les professeurs sont exclus. Mon administration a lancé une action de contrôle où ce principe général est connu des services de contrôle et appliqué uniformément pour l'ensemble du secteur en tenant compte de tous les éléments factuels du dossier. Monsieur Dubois. Merci pour votre réponse. Voilà, j'entends bien effectivement donc l'application que vous faites de la loi et des informations qui sont données, mais apparemment sur le terrain ce ne serait pas le cas. Donc il y a certaines institutions qui ont obtenu des exonérations de précompte professionnel donc pour leurs professeurs, donc ce serait donc à l'encontre de ce que vous venez donc d'édicter, et donc il serait intéressant de pouvoir approfondir la question et de savoir ce qu'il en est. Est-ce que ces exonérations donc sont correctes, sont légales? Qu'en est-il de l'historique par rapport à celle-ci? Mais en tout cas, je pense qu'il est nécessaire d'approfondir la question, puisque là, en l'occurrence, ça ne correspond pas à la réalité. Donc j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir davantage de réponses par rapport à cet élément. L'incident est clos. Meneer Van Bezien, Ja, dank u u wel. verdient de prijs voor het meest geduldige lid van deze commissie vandaag. En u heeft een vraag over de werking van de deposito- en consignatiekas. U heeft het woord. Ja. We zullen de prijs delen. Hè? Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, vorige week is er in de plenaire vergadering reeds kort een debat geweest over de moeilijkheden van sommige steden en gemeenten om krediet te krijgen bij de banken. En deze vragen sluiten daar eigenlijk een stukje op aan. Op de website van de FOD Financiën wordt e-credit aangeprezen als een instrument van de deposito- en consignatiekas voor gemeenten waarmee ze leningen met een gunstige rentevoet kunnen afsluiten. Een simulatie van zo'n lening door een gemeente wijst uit dat voor een maximale lening van 9,9 miljoen euro een vaste rentevoet zou gelden van 3,54% op 20 jaar en 3,17% op 10 jaar. De bestaande deposito's bij de kas brengen een rente op van maximaal 2,5%. En gezien de verschuldigde roerende voorheffing van 30% betekent dit voor de deposanten een netto rendement van 1,75%. Het verschil tussen de rentekosten van de deposito's voor de kas en het rendement op de uitstaande leningen is dus eigenlijk vrij hoog. Zeker indien men er rekening mee houdt dat die roerende voorheffing ook nog eens terug bij de overheid terechtkomt. En vandaar de volgende vragen, meneer de minister. 1. Kunt u mij zeggen hoeveel leningen er vandaag lopen bij de depositokas via e-credit en hoeveel gemeenten maken er gebruik van voor welk totaalbedrag? En dan 2. Het maximumbedrag voor een lening en de toepasselijke vaste rentevoeten lijken niet bijzonder competitief in vergelijking met wat commerciële kredietverleners aanbieden. En dus wat maakt e-credit dan uniek of voordelig voor gemeenten? En welke rol wil het spelen? Welke modaliteiten van de kredietverlening moeten daarvoor zorgen? Is het de expliciete doelstelling van e-credit dat ze financiële ademruimte creëert voor gemeenten? En als dat zo is, kan dan het maximumbedrag niet verhoogd worden en kan de rente niet verlaagd worden om op die manier gemeenten financieel te ondersteunen? Dank u wel. Minister. Ja, tot nu toe hebben 3 gemeenten geleend voor een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro. En dit telkens voor een duurtijd van 5 of 10 jaar. Het maximaal te lenen bedrag per gemeente is evenredig met het bedrag van de opcentiemen dat de gemeente ontvangt en wordt dus net als de rentevoet volgens een vaste formule berekend. Leningen onderschreven bij de DCK hebben een duurtijd van 1 tot 20 jaar en de terugbetaling gebeurt in de vorm van vaste annuïteit. De algemene voorwaarden van de lening zijn ter beschikking via de website en de interestvoet volgt deze van de OLO met een marge van 0,5%. Eventuele aanpassingen aan het maximumbedrag, dan wel de berekeningswijze van de rentevoet, vereisen natuurlijk een aanpassing van de algemene richtlijnen, wat momenteel niet op de agenda staat. Meneer Van Bezien. Ja, dank u wel, meneer de minister. Het aantal gemeenten en het totale bedrag toont aan dat het systeem ofwel nog niet heel goed gekend is, ofwel niet heel aantrekkelijk is. Nu, we hebben het hier in het verleden al eens gehad over de depositokas en de mogelijkheid om de concurrentie tussen de banken te verhogen door een aantrekkelijke speler te zijn voor spaarders. Dat is
voor een stuk veranderd op het moment dat de rente werd geplafonneerd. Die was toen ook gelinkt aan de OLO, maar dat is geplafonneerd. En dus hier de rente voor de leningen is daar niet geplafonneerd. Ik denk dat e-credit een mogelijkheid zou kunnen zijn om een maatschappelijke nood te helpen verlichten, namelijk met kredieten aan steden en gemeenten. Ik begrijp dat het vandaag niet op de agenda staat om daar aanpassingen aan te doen, maar wat niet is, kan nog altijd komen en we zullen dat misschien wel verder onderzoeken. Dank u wel. Het incident is gesloten. Meneer Van Bezien, u blijft aan het woord met uw vraag over het dubbel belastingsbedrag tussen België en Nederland. Ja, dank u wel. Meneer de minister, 2 jaar geleden heb ik u een vraag gesteld naar aanleiding van de lopende onderhandelingen toen over het dubbel belastingverdrag tussen België en Nederland. En ik verneem dat ondertussen die onderhandelingen zijn afgelopen. Het heronderhandelde verdrag voorziet niet langer in de bepaling die beoogt dat Belgische onderwijzers die beginnen werken in Nederland de eerste 2 jaar Belgische belastingen moeten betalen op het loon dat ze in Nederland verdienen. Het wegvallen van deze bepaling zou een groot verschil betekenen voor het netto-loon van de Belgen die vandaag wel nog onder het toepassingsgebied van deze bepaling vallen. Nu, zolang het verdrag niet geratificeerd is, valt deze bepaling natuurlijk ook niet weg. Mijn vragen zijn de volgende. Kan u bevestigen dat het dubbel belastingverdrag tussen België en Nederland ondertussen definitief getekend is? Bent u tevreden over het algemene resultaat ervan? En wanneer plant u de ratificatie van dit bedrag en zou dit nog kunnen voor 1 januari 2025? Dank u. Minister. Ja, het nieuwe dubbelbelastingsverdrag tussen Nederland en België werd door mij ondertekend op 21 juni 2023. De tekst daarvan is beschikbaar op Fisconet Plus. Met Nederland is afgesproken om bij dit nieuwe verdrag een gezamenlijke toelichting uit te werken. Die gezamenlijke toelichting is een belangrijk document bij de interpretatie van dit nieuwe verdrag. De betrokken administraties leggen momenteel de laatste hand aan deze gezamenlijke toelichting. Van zodra die rond is, kan dan het verdrag ook de ratificatie worden voorgelegd aan de verschillende parlementen. Een inwerkingtreding op 1 januari 2025 lijkt mij ambitieus. Zolang het verdrag niet geratificeerd is, dan blijft het oude natuurlijk van toepassing, wat dus waarschijnlijk nog eventjes zal duren. Maar we doen er natuurlijk alles aan om dat zo snel als mogelijk in orde te brengen. Meneer Van Bezien. Oké, dank u wel voor dit antwoord, meneer de minister. Ik wil inderdaad ook mee aandringen om die ratificatie zo snel mogelijk in te plannen, want het maakt een groot verschil toch voor een aantal landgenoten die in deze specifieke situatie zitten. Dank u wel.